Aïe, ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? Bah, peut-être que j'ai besoin de me détendre un peu. On va y aller plus doucement. Ou respire. Ma chérie, respire. Attends, chérie, s'il te plaît, là j'ai mal. On change de position. Attends, attends. Faire l'amour, c'est un acte qui est très fort. C'est un acte qui est très puissant et on le sait aussi parce qu'on l'a vu à travers le temps. On le voit à travers le temps, notamment à travers les religions qui ont cherché à créer un certain cadre autour de cet acte. Parce qu'il y avait déjà une conscience que ça n'a absolument rien d'anodin. Au-delà des religions, il y avait également les différentes spiritualités qui placent cet acte parfois au sommet de certaines hiérarchies ou très proches. C'est aussi quelque chose, on va pas forcément parler là de faire l'amour, mais peut-être plus de l'acte sexuel, qui est détourné par certaines personnes, par certains gourous parfois, parce que ça peut complètement façonner une identité, ça peut faire shifter un être, ça peut faire perdre la tête, ça peut vraiment transformer et ça peut faire énormément de choses, tant dans le bon sens que dans le mauvais sens, tant dans... ça peut énormément peser sur la balance, énormément, et affecter sa propre vie, la vie de sa descendance, la vie aussi des personnes qui partagent notre entourage. Donc c'est vraiment pas un acte anodin, même si au fil des années, notamment avec toutes ces tendances autour de la liberté sous différents aspects, hein, la liberté d'expression, la liberté de ceci, la liberté de cela, la liberté sexuelle, etc. On essaie de faire passer cet acte-là comme un acte qui peut tout simplement être anodin et fait juste comme ça pour passer un bon moment avec quelqu'un, alors qu'en fait derrière, il y a énormément de poids, il y a énormément d'enjeux, aussi bien invisibles que visibles. Donc voilà, c'est toute une expérience finalement qui va toucher profondément un être et qui va toucher cet être parfois en induisant une guérison, parfois en créant certains dérèglements, parfois aussi en ouvrant, en créant une forme d'expansion. Et c'est ce que je voulais voir dans le podcast de ce jour. Et lorsqu'il s'agit particulièrement de faire l'amour. Là, je vais employer cette expression volontairement parce que je la dirige pour les couples, les conjoints ou les époux, vraiment plutôt dans une dimension proche du mariage, dans une dimension proche de l'union sacrée. Il y a des couples qui ne sont pas mariés ou pas encore mariés, mais qui ont une puissance énorme et qui parfois le mariage ne vient pas, si on peut dire ça comme ça, parfois le mariage ne vient pas parce qu'avant qu'il arrive, avant qu'il ne s'installe, il faut mettre à plat certaines choses. Bon, ça c'est une autre discussion, mais c'est simplement pour expliquer le fait que là, j'emploie cette expression de faire l'amour et pas juste avoir un rapport sexuel, mais vraiment faire l'amour pour vraiment ancrer ça dans la dimension du couple qui se projette, du couple de l'union que je vais qualifier de sacré. J'en profite également pour vous dire que j'organise des cercles justement, des cercles, des rencontres en petits groupes, soit en présentiel, soit à distance, en petits groupes de 5 à 10 personnes, grand maximum, pour justement aborder tous ces sujets, pour créer du mouvement, hein, là où vraiment il y a des choses qui pèsent dans vos vies, là où il y a des choses qui ont besoin de sortir, là où il y a des besoins de guérison, là où il y a des besoins de sororité, de fraternité, de communauté, là où vraiment on peut profiter, bénéficier d'une énergie pour transformer sa vie, transformer certains pans de sa vie. Voilà les cercles que j'organise, qui sont les cercles de l'or. Et vous avez toutes les informations en description. Alors n'hésitez absolument pas à la consulter.
Et si vous avez la moindre question, mes coordonnées, numéro de téléphone, adresse email sont également en description. Donc voilà, ces canaux sont faits pour vous. Il faut en profiter et cesser de laisser la honte, la pression parler. Non. Là, on est arrivé au temps de la guérison, au temps de l'apaisement, au temps de l'alignement, au temps du bien-être. Donc, on profite des canaux, des outils qui sont là pour ça. Ça vous est déjà peut-être arrivé d'avoir, pour X ou Y raison, de longues périodes d'abstinence sexuelle. Et ça, on va être honnête, ça arrive même dans un mariage. Ça arrive même dans une union engagée. Et ça arrive pour plusieurs raisons. Parfois, ça arrive pour des questions tout simplement d'emploi du temps. Il y a des métiers où madame ou monsieur est très pris et donc on va pas souvent se voir et quand on se voit, parfois on est fatigué. Donc voilà, ça arrive assez naturellement, hein. Ça arrive assez naturellement. Il peut y avoir des périodes d'abstinence de 2 semaines, des périodes d'abstinence d'un mois. Ça peut vraiment varier, parfois même c'est plus long, mais ça arrive. Ça peut aussi arriver parce que même au sein d'un mariage, même au sein d'une union engagée, donc un conjoint, une conjointe, deux personnes qui vivent ensemble avec une perspective d'union, en tout cas durable, ou d'un mariage, parfois il y a encore beaucoup de pensées tabous au sujet du sexe. Il y a encore beaucoup de pensées tabous. Parfois il y a, pour certaines femmes et parfois aussi pour certains hommes, vraiment un port de la honte, un port de la culpabilité. Et ça fait qu'en fait, naturellement, on va repousser ces moments d'intimité, ces moments d'union. Et ça va aussi créer des périodes d'abstinence. Donc, l'abstinence peut vraiment arriver pour ces raisons-là, pour d'autres encore, pour différentes raisons. Et ce qui se passe en fait, parfois, dans ces cadres d'abstinence longue, mais pas tout le temps, c'est que lorsque l'on va avoir une activité sexuelle, et parfois même quand on casse cette période d'abstinence et qu'on reprend plus ou moins fréquemment, donc même finalement quand il y a des rapports, des unions régulières, hein, ce qui va se passer quand le corps va entrer dans cette sphère intime, il va y avoir des symptômes derrière. Le corps va réagir très concrètement et généralement assez rapidement, soit le lendemain, soit au bout de 2 ou 3 jours. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rencontrer? Et ça, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, mais pas nécessairement mis sous le coup du rapport, de l'intimité, de l'union charnelle, de l'union sexuelle. Vous avez pu expérimenter des mycoses, et parfois même des mycoses à répétition, hein. Vous avez pu expérimenter parfois des infections, infections vaginales, infections urinaires, parfois des irritations qui peuvent conduire à des mycoses, parfois juste de grosses douleurs, hein, et des douleurs qui viennent pas nécessairement pendant les pénétrations, pendant ces moments-là, mais qui viennent après. Certains cas vont expérimenter une grosse fatigue après le rapport sur les jours qui vont suivre, vraiment hein, un épuisement. Pour d'autres, ça va aller ailleurs. Ça va migrer un peu sur différents aspects du corps. Parfois, ça va provoquer peut-être des courbatures. On a l'impression même qu'on est proche d'un état grippal. Parfois même qu'on a une angine. On a des espèces de symptômes ORL où on se dit mais mince, alors j'ai chopé une otite, qu'est-ce qui se passe? Tout ça là, c'est le corps qui est en train de parler, le corps qui est en train d'échanger, le corps qui est en train d'indiquer là qu'il se passe quelque chose, qu'il a besoin d'une attention sur certains aspects. Ça peut arriver par exemple, très concrètement, hein, en postpartum, pour certaines femmes, quand on commence à reprendre une activité sexuelle, parfois ça fait du bien et puis le corps le vit bien. Parfois, le temps que les hormones se remettent un peu en place, etc., que la fatigue aussi de l'accouchement, de la naissance, etc., que tout soit un petit peu évacué, ces symptômes-là peuvent se manifester, hein. Mais parfois, ça n'est pas lié. Parfois, ça n'est pas lié. Donc oui, il va y avoir l'aspect biologique, hein. Des fois, tu as une flore vaginale qui va être affaiblie parce que voilà, peut-être que ton système immunitaire est en baisse pour X ou Y raison, hein. Le stress, la fatigue,
alimentation inflammatoire. Enfin, il y a vraiment différentes choses qui peuvent, parfois même, hein, c'est des choses matérielles, hein, les vêtements, on blague, hein, mais les vêtements serrés ou les frottements, certains tissus qui frottent, heu, ça joue énormément sur le confort intime. Donc voilà, on a tout cet aspect, microbien. Parfois, on a aussi un autre aspect qui va jouer et celui-là, il est très peu connu. On a même, je dirais même 2 autres aspects qui peuvent jouer, beaucoup moins connus, voire absolument inconnus, qui dépassent le niveau biologique et qui parfois justement vont contribuer à créer un certain terrain biologique là, une certaine euh, baisse immunitaire, une certaine sensibilité hormonale, une certaine sensibilité du microbiote et donc de la flore vaginale. Et là, on va parler du niveau psychologique, du niveau émotionnel. Pourquoi? Parce que quand on a un stress long, et on a des stress, vous ne vous doutez pas, mais on a des stress qui sont là depuis la naissance, hein. On a des stress qui sont emmagasinés dans le corps depuis de nombreuses années. Donc, quand on vit un état de stress qui est inconscient, parfois justement dans le cadre de son couple, de son union, où on n'a peut-être pas fait la paix avec certains aspects, avec certaines pensées avec lesquelles on a grandi, des pensées religieuses, des pensées aussi tout simplement culturelles. Parfois, ça va être très difficile, hein, d'être à l'aise dans sa sexualité, même au sein d'une union engagée, même au sein de son propre mariage. Et ça va profondément affecter le corps. Ça va profondément affecter le corps. Ça peut créer de l'abstinence. Et donc, en fait, tout simplement, on cherche des moyens, on trouve des moyens, on met en place des moyens de s'abstenir sexuellement. Mais ça peut aussi tout simplement provenir du fait que on n'a pas encore bien dealé, hein, avec certains modes de pensée, certains dogmes avec lesquels on a grandi. J'ai parlé un peu plus tôt de religion. Parfois, dans certains groupes religieux, la sexualité, même dans le mariage, elle est rendue taboue. Ça fait que quand tu te maries, tu n'es toujours pas à l'aise avec ça. Et ça marque intérieurement. Parce que tu te dis, là, si je vais là-bas écarter les jambes, je rentre dans une terre où on va me juger méchamment. Parfois aussi, il y a certaines femmes qui, dans leur couple, dans leur union, ne se sont pas encore libérées peut-être de l'emprise parentale. Et quand je parle d'emprise parentale, je ne parle pas nécessairement de ça euh, sous l'aspect de parents qui étaient inquisiteurs, de parents qui étaient là à vous pister, etc. Non, je parle simplement du fait de, ok, là, je suis mariée, je suis dans mon couple, je suis dans mon union, je ne suis plus chez mes parents. Et avec tout le respect que je leur dois, je mène ma propre vie et je me fais confiance et je m'abandonne entre les mains de mon homme. Parfois, là, ce pas-là n'est pas encore fait. Et donc, le corps, là, il n'est pas encore stable, hein. Vous n'êtes pas encore stable, vous n'êtes pas encore safe dans cet espace-là. Et donc, forcément, on a des difficultés à se lâcher. On a des difficultés à se faire confiance déjà à soi-même et faire confiance à son âme. Et parfois, même quand on a envie, le cerveau va trouver des petits tips and tricks pour faire passer tout ça comme quelque chose de mauvais. Et donc, vous allez finalement penser que vous n'avez pas de désir, alors qu'en fait, non, il y a une grosse stratégie d'adaptation là qui a été mise en place. Et parfois qui a été mise en place depuis très longtemps, ou parfois ça a été mis en place très profondément, de manière aussi brutale, et c'est ça qui bride. Et donc quand on va rentrer dans cette intimité, quand on va avoir une union, quand on va être avec son homme dans ce moment d'intimité, oui, il va y avoir de l'amour. Oui, il y a un désir qui est masqué, parfois très fortement masqué par une forte retenue. Et ça peut nourrir tout ce qui va finalement affaiblir cette biologie-là, cette physiologie, et ce qui va vous rendre du coup parfois malade après certaines unions. Et là qu'il y a eu abstinence longue ou non. Quand il y a eu abstinence longue, ce qui va aussi jouer, c'est quoi? C'est le fait que, en fait, tout simplement, faut être honnête, hein, le vagin là, il est resté comme ça. Il est resté comme ça pendant longtemps. Juste éventuellement, voilà, il a eu ses menstruations, etc. Mais il n'y a pas eu
corps étranger finalement avec qui il a été en contact. Et s'il y a déjà tout ce poids nerveux, ce poids mémoriel, ce poids mental, ce poids psychologique, ce poids émotionnel, et qu'en plus de ça, l'entité du vagin s'est abstenue pendant longtemps, en fait, forcément, hein, il y a le pénis de votre mari qui rentre, mais en fait, il va juger ça comme étant vraiment une entité dangereuse. Et ça aussi, ça développe une réaction immunitaire. Ça aussi, ça peut déclencher tous ces symptômes-là dont on a parlé. Donc, il ne faut pas négliger ces aspects-là, hein. Et j'irai même plus loin en disant que selon les symptômes que vous rencontrez, il va y avoir différentes significations parce qu'un symptôme a une signification, ou même plutôt un groupe de significations, hein. Par exemple, le fait d'avoir une mycose, ça peut indiquer que là, il y a quelque chose qui ne passe pas, que là, il y a un conflit. Et ça va être intéressant, en fonction des symptômes que vous rencontrez, d'analyser un peu, de regarder un peu ce que ces symptômes peuvent vouloir dire dans votre cas. Et ça, je vous invite à le faire avec un tiers, avec un professionnel. Vous avez notamment mes coordonnées en bas. Pourquoi? Pour avoir un regard neutre. Pour avoir un regard neutre, mais à la fois un regard qui va capter certaines choses et vous décharger d'un très gros point. Des fois, quand on commence à s'auto-analyser soi-même, ça peut être très lourd. Donc, avoir un accompagnement, c'est vraiment une chose que je conseille vivement. Donc, voilà, pour la partie, on va dire, psycho-émotionnelle. Et il ne faut pas oublier du coup qu'avec ça, il y a beaucoup de mémoire, hein. Donc voilà, généralement quand on a ce phénomène-là qui arrive très fréquemment, qu'on tombe malade après une union, même avec le partenaire aimé, déjà je vous invite à ne pas tomber dans le piège de remettre en question votre amour, votre couple. Parce que ça peut arriver, on peut commencer à se dire oh, mais peut-être que je ne suis pas avec la bonne personne, peut-être que je me suis trompée. Et parfois, c'est absolument pas en lien. Je vous rappelle que là, je parle vraiment des unions, on va dire engagées, conscientes, des mariages. Donc, je vais partir du principe, même si ce n'est pas tout le temps le cas, que y a de l'amour, il y a de la vérité, il y a de la solidité. Et même dans ces couples-là, hein, parfois, il y a et souvent même, hein, dans ces couples-là, il y a des ponts à traverser ensemble. Il y a des barrières là à briser et ça passe par ça. Donc encore une fois, même pour un travail de couple, je vous invite à regarder les coordonnées plus bas et à entrer en contact pour qu'on puisse en discuter. Donc voilà, certaines personnes tombent malades après ces unions-là, que ce soit de la fatigue, des mycoses, des symptômes un peu grippaux, pseudo-grippaux même, je dirais, de grosses baisses d'énergie, parce qu'il y a parfois voilà cette chute nerveuse. Parfois aussi, hein, il y a un trop-plein d'émotions. Le corps, il n'est pas habitué à ça, hein. Des fois, on n'est pas habitué au kiff. Et quand ça vient, ça choque. Il faut se le dire. Parfois aussi, il y a tout simplement une baisse hormonale. Et donc voilà, tout simplement, dans cet aspect-là, quand le corps a du mal à intégrer ce qui vient de se passer, gardez en mémoire qu'il est simplement en train de réagir et de vous indiquer où il a besoin d'être guéri. Et parfois même où votre couple a besoin d'être guéri. Et quand c'est comme ça souvent, ça va aussi se répercuter positivement ou pas, selon ce qui est fait, sur l'espace du foyer. Et ce, sur différents aspects. Ça peut être les enfants, ça peut être ce que l'on construit, les projets que l'on mène ensemble. Ça peut être l'aspect financier, ça peut être aussi la santé, hein, parce que parfois dans un foyer, il est question de la santé du foyer. Et l'homme va exprimer certains symptômes, certaines maladies, la femme également. Et en fait, tout ça mis ensemble, ça peut en dire long sur l'état du foyer et sur ce qui a besoin d'être traversé, guéri. Et donc voilà, encore une fois, vraiment, je vous invite vraiment à, si vous vous sentez là concerné, à prendre rendez-vous. Donc là, il n'est absolument pas question de se dire qu'il y a un problème avec le fait de faire l'amour. Non. Ce qui joue là, c'est davantage l'état dans lequel on est à l'intérieur. Les conditions aussi. Et parfois avec qui, mais voilà, comme je l'ai dit là, je pars vraiment du principe, à moins que vous ayez un doute sur votre mariage, et là c'est encore une toute autre discussion.
Mais voilà, là, je pars du principe que vous êtes dans des unions, voilà, où vous savez que non, c'est lui, c'est elle. Je suis là, je suis bien. Et donc, là, le but, ça va vraiment être de regarder dans quel état je suis, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que je traverse? Comment est-ce que je le vis? Comment est-ce que je vis? Donc là, on a vu tout ce qui était de l'ordre du dérèglement, encore une fois, perçu très souvent comme un problème, mais en réalité qui peut être regardé sous un nouvel aspect. Et justement, parfois, ce nouvel aspect, quand il est traité, regardé, il peut amener à vivre justement dans cette intimité-là, vivre des réparations profondes, des apaisements, des libérations. Et j'irais même jusqu'à dire de la guérison. Parfois, un travail thérapeutique, un travail sur soi, qu'on le fasse en étant accompagné ou parfois tout seul, hein. Parfois il y a des choses qui se présentent à nous seuls, vont emmener différents états. Il va y avoir les aspects qui sont très difficiles, hein, et qui sont douloureux et qui peuvent l'être même physiquement. Parfait exemple, tout ce que l'on a évoqué un peu plus tôt. Mais il va également y avoir des aspects qui vont être beaucoup plus légers. Difficiles, mais aussi légers. C'est justement là que je veux parler de guérison. Parce qu'en fait, la guérison, la libération, c'est un processus qui n'est pas linéaire. C'est un processus qui peut amener des hauts et des bas. Et dans ces hauts et des bas, on a justement ces choses-là parfois, je pense qu'on a toutes vécues, qu'on a toutes vécues, et ça peut concerner aussi bien celles qui, avant d'être dans leur mariage, dans leur union engagée volontairement, hein, ont eu plusieurs relations avec différents hommes, avec différents partenaires, et parfois même depuis très jeune, on ne blâme personne. Ça vraiment, je tiens à le marteler. Là, ici, moi, je ne suis pas là pour blâmer qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est comme McDo, vous venez comme vous êtes, on discute, on arrange les choses. Donc, ça peut toucher aussi bien ces personnes-là, mais ça peut également toucher celles qui n'ont connu qu'un seul homme dans leur vie, leur époux, leur conjoint aujourd'hui. Peut-être que, parfois je vous vois, parfois je tutoie, ça dépend, hein. Dans ma tête, des fois je m'imagine que je parle à un groupe, parfois je parle à une personne, enfin, comprenez mon émotion. On a, je pense, toutes vécu, hein, ces moments d'intimité où on fait l'amour avec parfois son mari, avec son conjoint. Et en fait, on est dans quelque chose de tellement profond, soit de tension, soit de détente, qu'après ça, on va pleurer. On commence à pleurer. Il y a des hommes que des fois ça choque, mais il y en a qui sont habitués, croyez-moi, il y en a qui sont habitués et qui savent très bien aussi accompagner leur femme, hein, dans ça. Parfois, il y a, voilà, ces pleurs, mais parfois, ce ne sont pas que des pleurs, hein. Parfois, il va y avoir aussi de la colère qui va remonter. Parfois, il va y avoir énormément de peur. Et ça, très souvent, on retrouve ça chez les personnes, les femmes comme les hommes, qui ont vécu dans des milieux où la sexualité, mais c'est beaucoup plus les femmes, la sexualité a été associée à quelque chose de malsain, même dans le mariage, quelque chose qu'il faut quand même cadrer. Et donc, quand on s'autorise à le vivre comme un espace vraiment d'union, de légèreté, entre guillemets, de plaisir avec son homme, parfois, il y a vraiment une vague de peur là qui envahit et qui ferme. Parfois, ça peut aussi créer un sentiment de vide. Donc voilà. Après ou même pendant l'union, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent remonter. Il y a aussi des souvenirs, des sensations anciennes, parfois même qu'on n'arrive même pas à prendre sur soi, hein, avec lesquelles on ne se sent pas apparenté, mais qui sont quand même là. Et là, ça en dit peut-être long sur votre potentiel là, euh, médiumnique. Bon, ça c'est encore une autre discussion, mais même sans ça, hein, d'ailleurs je dis ça, mais en réalité même sans ça,
sur sur la lignée en fait, l'empreinte. Parfois, il peut y avoir également des réactions corporelles qui vont être involontaires, hein. On va trembler, on va être figé, on va se fermer. Ça va aussi venir avec la peur, ça des fois on se ferme, on se braque. Parfois, il va aussi y avoir cette difficulté à rester présente et ça va peut-être pas se manifester juste après le câlin, juste après l'union, mais ça va venir le lendemain où vous êtes là, vous allez être distante, vous allez être fermée. Parfois aussi chez les hommes, ce qu'on peut observer, c'est que en fait, on a un homme qui était là, profond, puissant dans votre union. Donc vous étiez là tous les deux, vraiment dans une harmonie profonde. Et le lendemain, ce n'est pas que l'harmonie est brisée, c'est qu'en fait, l'homme, lui, il va prendre conscience peut-être un peu plus souvent de son rôle, de son pouvoir. Et en fait, dans ce processus-là où il va digérer lui aussi ce qui se passe, parce que les hommes aussi hein, vivent profondément l'union sexuelle, dans ce processus-là, en fait, des fois, ça va s'accompagner d'une grosse fatigue, mais aussi, en fait, derrière, ça s'accompagne d'une prise de conscience et parfois aussi d'une prise de responsabilité. Cette prise de responsabilité, on la vit dans les deux parties, chez la femme et chez l'homme. Mais chez l'homme, elle va se manifester différemment. Parfois, on peut avoir l'impression que son homme est distant et du coup, ça peut donner un coup à l'estime personnelle. On peut se dire, ah bah, peut-être que finalement, il n'était pas bien, etc. Mais parfois, c'est absolument pas ça. C'est qu'au contraire, en ayant eu cet acte-là, mesdames, vous avez replacé votre homme euh, à sa place. Et même si parfois il ne s'en rend pas compte, il y a un aspect de lui qui est en train de prendre conscience de ça. Donc voilà, ce moment-là d'intimité, ce moment d'union, parfois c'est pas juste un moment de plaisir, parfois c'est justement un moment où le corps va aller chercher les dossiers, des dossiers qui ont été archivés, mais qui n'ont pas été traités, qui n'ont pas été résolus, et il va là les ouvrir. Ces dossiers-là, ça peut être vos propres dossiers, mais ça peut aussi être les dossiers qui ont été portés par les personnes qui vous ont précédés. Les dossiers qui ont été ouverts par vos aïeux. Pas besoin de remonter très loin, on peut déjà commencer par vos parents. Éventuellement après, on peut remonter sur plusieurs générations, mais voilà. Et ça arrive parce que le corps, il enregistre tout. Et on a chez nous, mesdames, cet espace-là du bassin qui porte énormément de choses, hein. Beaucoup d'expériences passées qui sont les nôtres, qui sont sexuelles parfois, mais pas que, hein. Les expériences parfois tout simplement relationnelles, des interactions qu'on a eues les uns avec les autres. Les premières fois, sexuelles oui, mais pas que. On a aussi premier accouchement, on a aussi les premières menstruations, donc il y a différentes premières fois, les relations marquantes et aussi certains traumatismes, hein, il faut le dire. Il y a des viols, il y a des viols, il y a eu des viols qui ont été faits au sein d'un mariage. Et ça, même si vous ne l'avez pas vécu, si ça a été vécu autour de vous, dans votre lignée, mais aussi dans la société dans laquelle vous êtes, ça peut marquer et marquer profondément. Donc, il y a une mémoire qui est réelle. Et quand on entre dans l'intimité avec son partenaire, on touche directement à ces zones-là. Et donc, cet espace de guérison, cet espace de libération, il est aussi ouvert, oui, parce que ces zones de vulnérabilité-là sont touchées, mais aussi tout simplement parce que lorsqu'on fait l'amour, on est dans un certain état de relâchement, on est dans un certain état d'ouverture, où l'on contrôle moins. Et encore ça, on va en reparler juste après. Mais voilà, dans le meilleur des cas, c'est ça, où l'on a moins de contrôle. Et cet état, en fait, ça va ouvrir certaines portes. Ça va ouvrir certaines portes. Certaines portes, on aime beaucoup parler des mauvaises énergies, etc. Et il y a aussi de très bonnes choses qui circulent. On le voit peut-être pas forcément directement parce que des fois ça fait mal, hein, ça va créer des pleurs, de la colère, mais ça, il faut savoir ce que ça signifie pour revoir son regard dessus. Mais parfois ça ouvre aussi de très bonnes portes. Et donc ça crée un état justement qui permet une guérison, qui permet une libération. Donc je ne suis pas là en train de dire que les relations sauvent, guérissent. Je suis en train de dire que ça y participe. Très sincèrement, voilà, ça y
participe. Et ça, c'est à ne pas négliger parce que quand on est dans son couple, dans son mariage, qu'on le veuille ou non, chacun est responsable de sa vie, oui, mais on est en commun. Et c'est très beau, finalement, c'est très puissant. Je sais qu'on parle beaucoup de dépendance affective, de relations sauveur, ou je sais même plus trop comment on appelle ça, relation sauveur, sauvé, je ne sais quoi là. Mais il faut aussi être conscient d'une chose, c'est qu'il y a certaines relations qui sont là pour ça. Et qui sont là pour ça parce qu'en fait, on est en train de travailler à un niveau qui dépasse le niveau de notre réalité visible, qui dépasse le niveau de notre temps, de notre époque-là. On est en train de travailler sur un niveau qui touche notre invisible, sur un niveau qui va toucher ce que l'on va créer ensemble, notre descendance euh, filiale, nos enfants, mais également euh, ceux qui vont venir après nous, le monde que l'on crée. Donc oui, il y a des relations qui vont d'une certaine manière guérir. Il faut simplement pas tomber dans l'excès où l'on attend que la guérison vienne de l'autre. Et ça ramène à la responsabilité personnelle. Et cette responsabilité, elle peut être personnelle, mais elle peut être aussi partagée dans le couple. Donc voilà, l'intimité, quand on fait l'amour, ça ouvre aussi cet espace-là. Parce qu'il y a des schémas, hein. On vit des schémas. Les nôtres, ceux qui ont été passés, on peut les revivre. C'est toutes ces dynamiques un peu particulières. On peut parfois les rejouer sans s'en rendre compte. Et donc parfois cet espace, il est aussi ouvert pour libérer tout ça et pour vivre vraiment, hein, en étant vraiment là. Et en étant dans cet espace depuis l'abri intérieur, la paix, la sérénité profonde, en mode ouais, là, je suis safe, je peux m'installer, me poser, me reposer et être complètement présent. Donc quand vous commencez à voir que déjà, là, je suis en train de me fermer, ah, là, je commence à avoir peur, là, j'ai de l'appréhension, oh là, je me sens envahi. Là, tout ça, il y a déjà quelque chose qui se passe et qui se passe potentiellement pour vous ouvrir une porte de guérison à vous, mais parfois aussi à votre partenaire, parce qu'en fait, il y a une prise de conscience, finalement, qui va aussi, lui, le positionner sur un certain niveau où, en fait, progressivement, mais ça se travaille, hein, ça se travaille. Et il faut aussi légitimer le fait d'apprendre que quand on fait l'amour, en fait, on apprend, hein, parce qu'il y a des personnes, que ce soit le cas où vous ayez déjà eu des expériences, ou le cas où vous entrez dans votre mariage, dans votre union, et c'est votre mari ou votre femme est la première personne. Il faut légitimer le fait que quand on commence à faire l'amour, en fait, c'est un apprentissage. Et donc, voilà, dans ce rapport, dans ce lien, vous allez apprendre, mesdames, à faire confiance à votre homme, messieurs, à faire confiance à votre femme et à apprendre de vous, à apprendre de lui, d'elle. Et donc, même si parfois il y a des choses qui sont pas roses, même si parfois il y a de la douleur, il y a de la difficulté, je parle pas là de douleur où on force et on va y aller, même si ça fait mal. Je parle pas de ça. Je parle de cette douleur, je pense que vous avez compris, celle qui parfois génère des larmes, de la douleur alors qu'on a envie, hein. On a envie de cette union, mais parfois on a mal. Parfois ça, il faut juste rééquilibrer le corps et ça se règle assez facilement. Donc voilà, cet espace-là, quand il est ouvert, même si parfois c'est fait dans la douleur ou dans la tristesse, parfois c'est fait justement pour libérer, pour guérir. Et il faut en prendre conscience. Et parfois c'est difficile de le faire seul, donc encore une fois, je vous invite à récupérer mes coordonnées dans la description. Un autre aspect que je voulais aborder, c'était le fait que lorsque vous êtes justement dans cet espace d'intimité, c'est aussi un lieu d'apprentissage, oui, on apprend ce qui fait du bien à l'autre, comment, etc. Mais c'est aussi un lieu d'apprentissage de soi, un lieu aussi de réconciliation avec soi, avec son corps. La vie, hein, fait que on n'est pas toujours en confiance avec soi. Il faut se le dire. Il faut oser le dire. Mais il faut aussi oser dire quand on a confiance. Ça va dans les deux sens. Quand on fait l'amour, ça demande un tel lâcher-prise qu'en fait, ça force à se réconcilier avec certaines choses quand ce n'est pas fait. Pour certaines personnes, il n'y a pas de souci, hein.
Mais pour d'autres, ça force à se réconcilier avec certaines choses. Et une chose qui est très souvent à l'origine de beaucoup d'inconfort finalement, c'est le corps. Hmm. Et parfois cet inconfort avec le corps, c'est ce qui va faire que on va avoir du mal, je vais parler pour nous mesdames, hein, on va avoir du mal à être pleinement présente pendant l'acte. On va se juger énormément. On va parfois se retenir. Et ça amène notamment des douleurs. Pourquoi? Parce que physiquement, ça place le corps dans un certain état de contraction, de tension pelvienne, vaginale, euh, ventrale aussi, abdominale. Et ça peut créer de la douleur. Il ne faut absolument pas négliger ça. Donc, physiquement, oui, tu vas être là, mais intérieurement, tu es en train de te battre avec tous tes complexes. Et donc, quand on arrive dans cet espace, ça va forcer, au bout d'un moment, après avoir essuyé certaines douleurs, je ne parle pas que de douleurs physiques, mais de douleurs aussi psychologiques, émotionnelles, à un moment donné, il faut apprendre à se réconcilier avec son corps, à revenir dans les sensations, à arrêter de se juger, à ressentir du plaisir, à ressentir son partenaire, parce que au-delà du plaisir, il y a une connexion là qui est tellement forte. Se ressentir soi, ressentir l'autre, sans trop analyser. Trouver le juste milieu entre voilà le naturel, le flux naturel, et habiter son corps en fait, hein. Être vraiment là, être au-delà de ses complexes. Oui, hein, ça peut aussi vous amener, ok, je suis pas bien quand je fais l'amour à cause de mon ventre, à cause de telle partie. Ça peut être aussi une motivation, parfois pour ce que certains appelleraient se reprendre en main et entamer une prise de poids parfois, une perte de poids, toutes ces choses, ces changements-là. Mais parfois, dans l'état dans lequel on est, des fois, on ne peut même pas atteindre ces objectifs parce qu'il y a certains paliers psycho-émotionnels qui doivent être franchis. Donc, cette réconciliation-là, elle est nécessaire pour habiter pleinement ce temps, pour atteindre ce lâcher-prise. Parce que ce lâcher-prise, quand on l'atteint, on ressent un tel bien-être, un tel bien-être. Et des fois, c'est ça qui va déclencher une crise de larmes, ou une crise de rire parfois, hein. C'est ce sentiment d'apaisement, ce sentiment de là, je suis là, mon Dieu, qu'est-ce que je suis bien. Et ce sentiment, il repasse par le fait d'habiter cette matière-là, d'habiter cette matière qui est notre corps. Et ça va être d'autant plus vrai que parfois on va être très capable de donner finalement, hein. On va être très capable de poser un acte, faire quelque chose pour faire plaisir à son mari. Mais quand notre mari va vouloir lui nous faire plaisir, parce que lui il porte pas forcément le même regard sur nous, hein. Quand lui va vouloir nous faire plaisir, là, on va se braquer, on va se fermer, là, on va se tendre parce qu'en fait, il va y avoir cette connexion au corps là qui est coupée parce qu'il y a beaucoup de complexes, il y a beaucoup de jugements. Et donc, c'est vraiment un lieu là où on apprend aussi à se réconcilier avec les aspects féminins de soi finalement. Le fait de recevoir son homme, relâcher son corps. Et ça met dans certaines dispositions, hein, parce que quand on se relâche, on ne respire pas de la même manière. On ne respire pas de la même manière. Et ça va jouer aussi sur les sensations que l'on va avoir. Ça va jouer aussi sur la tenue du ventre. Ça va jouer sur la détente du vagin, du plancher pelvien. Ça va jouer sur tout un tas d'aspects vraiment, hein, presque de la tête aux pieds. Et c'est là qu'on voit que se laisser toucher, se laisser pénétrer par son âme, c'est physique, oui, mais c'est aussi profondément émotionnel, profondément spirituel. Et parfois, ça se guérit
ou tout simplement ça s'apprend et il ne faut pas avoir honte et peur de ça. On apprend aussi à faire confiance, hein. Se faire confiance à soi, cesser de se juger et se laisser aller. Et encore une fois, je reviens sur le fait de légitimer le fait d'apprendre à faire l'amour, que quand je suis avec mon mari, quand tu es avec ta femme, on n'est pas dans une compète, on n'est pas en train d'écrire un roman qui doit être un best-seller ou je sais pas quoi. Non, on est dans un espace où on est à deux et on a toute une vie pour apprendre l'un et l'autre, pour s'apprendre mutuellement. Et cet espace intime ne fait pas exception. Comme je l'ai dit, ça va passer parfois par des douleurs. Aïe, ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? Peut-être que j'ai besoin de me détendre un peu. On va y aller plus doucement. Ou respire. Ma chérie, respire. Attends, chérie, s'il te plaît, là j'ai mal. On change de position. Attends. Non, finalement, là, ça me fait trop mal, je préfère qu'on arrête. En fait, ça passe par tout ce dialogue aussi, hein. Et la confiance, c'est ça, c'est la confiance en soi de se dire que, ah, là, je kiffe. Là, on va continuer parce que là, je kiffe. Mais aussi de se dire, non, là, j'ai mal et je préfère qu'on arrête. Ou là, j'ai mal, mais j'ai encore envie d'essayer. Ou chérie, là, j'ai mal, je veux continuer, mais sache que j'ai mal. Et voilà, c'est vraiment trouver, avoir ce dialogue-là en soi. Et oser aussi le dire à son mari. Donc la confiance, en fait, elle est bidirectionnelle, hein. Vers soi, vers lui, et même, je dirais, vers l'entité que forme le couple. Et ça nourrit le couple sur une dimension vraiment au-delà même du charnel, au-delà de ce visible-là. Ça nourrit puissamment le couple. Et ça appelle aussi à faire confiance dans le lien que je forme avec l'autre. Et ça peut aller aussi jusqu'à traiter certaines blessures qu'on a eues par le passé, hein, des blessures relationnelles, où on a vu sa confiance être parfois piétinée méchamment. Donc voilà, faire confiance, se faire confiance à soi, faire confiance à son partenaire, faire confiance au couple et nourrir l'égrégore du couple, nourrir l'entité du couple et se réconcilier aussi avec son corps, avec son féminin, dans cette réceptivité mêlée à ce don de soi, à ce relâchement. Et ça aussi, quand nous, mesdames, on parvient à le faire, ça place aussi notre conjoint, notre époux, sur un certain piédestal où parfois, il arrive encore plus à rentrer en communication avec nous. Et on se demande, mais attends, mais comment tu sais ça? Comment tu as compris que là, j'avais besoin de, de ça, de changer de position, de telle chose, etc. Pareil, hein, la réciproque fonctionne aussi, hein. Dans certaines conditions, on arrive aussi à redonner, à transmettre à notre homme certaines choses. Et donc, on voit en fait la puissance de cet acte-là. Donc voilà, dans cet espace où on aime, en réalité, on apprend aussi à se laisser aimer, regarder, encadrer, protéger par l'autre, à recevoir de l'autre. Et parfois, ça, c'est beaucoup plus difficile que de donner, hein, ou que d'aimer. Et c'est ce qui va demander un gros travail. Mais quand ce travail est en cours ou quand il est fait, parce que peut-être parfois il peut être fait tout au long d'une vie, c'est simplement qu'un peu comme quand on est à l'école, on passe certains caps. Quand ce travail-là est fait, on ne regrette pas finalement ce qui a été fait parce qu'on se dit, ça nous conduit, ça me conduit, ça nous conduit à un tel état, à un tel niveau de paix que ça en vaut la peine. On a parlé de nettoyage, si on peut appeler ça comme ça, un peu parfois ce qui s'apparente à un nettoyage énergétique, quand il y a des mémoires, etc., qui sont libérées à travers l'union charnelle. Mais parfois, ça va aussi dans une autre direction. Une direction qui peut faire suite ou être parallèle, hein, à celle de la guérison, de la libération, du nettoyage. Et c'est celle où faire l'amour, pour certains profils particulièrement, je dirais plus globalement pour toutes les femmes, hein, mais pour certains profils, ça va aller plus loin. En fait, ça va développer l'intuition. Ça va développer l'intuition. Globalement, je dirais pour toutes les femmes, ça va être ça. Mais pour certaines qui ont ce profil-là,
ça va aller plus loin. Parce qu'en fait, ça va même développer la médiumnité. Cette capacité, en fait, tout simplement, à capter des choses. En fait, on reçoit, on capte des choses et notre corps est un médium qui va nous révéler les choses, si je peux dire les choses ainsi, nous révéler les choses à sa manière. Chacun a sa manière de capter, hein. Il y en a qui vont être kinesthésiques, il y en a qui vont être, ça va être des flashs, des images, il y en a, ça va être les vibrations. Enfin, il y a vraiment différentes manières de capter les choses. Et donc, quand on fait l'amour, quand on est dans cette union, cette intimité avec son homme, et bien en fait, ça va développer tous ces élans-là, en fait. Et il faut savoir une chose, c'est que ces facultés-là, intuitives, médiumniques pour certaines, elles prennent racine dans leur féminin, hein. Elles prennent racine dans leur féminin. Mais pour s'exprimer, elles ont besoin de ce sentiment d'abri, de ce sentiment de quiétude. Elles ont besoin de cette sécurité. Et c'est là, en fait, que naturellement, ça va commencer à se développer. Parfois, on va le voir, parfois, on va le ressentir, parfois, non. Parfois, on va pas forcément comprendre parce qu'en fait, tout simplement, on a l'habitude d'être très mental. On a l'habitude de beaucoup contrer les choses. Et donc, ça demande aussi un apprentissage de se reconnecter à cette faculté de soi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on entre dans cette union, parfois au début, c'est ce que ça va faire, hein. Ça va nettoyer le corps, ça va libérer les mémoires beaucoup. Et après, ça va passer à la partie expansion. Et c'est justement là que ça va provoquer un certain état d'ouverture. Parfois pendant l'acte, mais parfois ça ne se fait pas aussi pendant l'acte. Parfois, en fait, c'est quelque chose qui va euh, durer. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire l'amour, vous allez être dans un tel état de relâchement, un tel état nerveux, un tel état émotionnel, un tel état parfois de bien-être que déjà vous allez dormir knock-out, chaos technique après ça. Mais surtout qu'en fait, quand vous allez vous réveiller, quand vous allez repartir dans votre quotidien, parfois en fait, ça va s'accompagner aussi d'un certain état de détente. Et cet état de détente, il est très propice à l'émergence de ces facultés intuitives, peu importe le niveau finalement, peu importe que ça aille jusqu'à la médiumnité, enfin peu importe, hein. Et c'est ça la clé finalement. C'est que cet état-là du corps va faire entrer l'individu, va vous faire entrer dans un état de captation où ça peut vous aider aussi dans votre travail, ça peut vous aider dans la gestion de votre foyer, ça peut vous aider à vous connaître déjà vous un petit peu mieux, vous faire confiance vous un petit peu mieux, mais aussi connaître encore plus votre homme. Et ça peut contribuer aussi à votre homme. Et c'est pour ça que je parle beaucoup du couple et du foyer comme entité puissante. C'est parce qu'en fait, quand on prend tous notre place, en fait, on se rend compte qu'on a tous des armes, des outils qui vont contribuer les uns aux autres. Moi, je vais avoir des outils qui vont contribuer à la vie de mon mari. Mon mari va avoir des outils qui vont contribuer à ma vie. On va avoir des outils qui vont contribuer à la vie de nos enfants. Nos enfants vont avoir des outils qui vont contribuer à notre vie. Et en fait, on va tous avoir des outils qui vont contribuer à l'équilibre du foyer. Encore faut-il être capable de rentrer, de se mettre chacun à sa place. Et parfois même quand on n'a pas d'enfant, on forme quand même un foyer à deux. Et ce foyer-là, il va être nourri par ce que l'on apporte, par la place que l'on occupe, par l'équilibre, par l'harmonie qui va se créer. Et cette harmonie-là, l'un des outils, et là je le prends comme un outil pour vulgariser un peu les choses, simplement pour permettre une plus facile compréhension des choses, ça va être de faire l'amour. Parce qu'en fait, ça nous place, nous mesdames, dans un tel état, ça place monsieur dans un tel état, qu'en fait, ensemble, on va former un être, un élément, une unité qui va nous transporter, qui va nous guider, qui va nous rendre puissants à notre image.
Et donc, on peut avoir plus de sensations sur l'instant, des sensations énergétiques, plus de connexion, plus d'impressions, des images, des ressentis, etc. Parfois, ça peut aussi être des souvenirs qui remontent, hein, et des souvenirs et des images et des sensations qui ne sont pas les vôtres. Et ça, il faut le reconnaître. Mais parfois, tout simplement, c'est quelque chose qui va nous faire du bien et qu'on va pouvoir installer dans la continuité et s'en servir en fait au quotidien. Et ça va beaucoup toucher certains types de femmes. Et justement, quand on a cette ouverture-là, cette montée finalement intuitive, mais qu'on peut traduire aussi par ce relâchement, ce placement de soi dans son féminin, dans la femme là. Je suis assise, je suis installée. Ça ne s'arrête pas sur l'instant, comme je l'ai dit, parce que l'intuition, en fait, elle va durer par l'état que ça va créer dans le corps, mais aussi l'état que ça va créer spirituellement, nerveusement, émotionnellement. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va nourrir aussi certains élans. Ça va nourrir l'inspiration. Et c'est là que c'est très fort, c'est que l'intimité, la chambre intime, ça peut être une puissante source d'inspiration. Parce que souvent, on a des inspirations qui viennent sous forme d'intuition. L'intuition, c'est pas juste de savoir que là, je ressens qu'il va se passer ça. Là, j'ai l'impression qu'il va peut-être se passer ça. Là, j'ai l'impression que peut-être cette personne est en train de vivre ça. Non. L'intuition, c'est aussi cette capacité à créer, cette capacité à dire, ah là, j'ai une idée. Tiens, je vais la développer. Je sens que ça peut bénéficier à ça. Ah bah tiens, je vais le développer. Et donc, on voit que faire l'amour, ça va aussi nourrir là cette espèce d'impulsion, cette espèce d'élan créatif, cette espèce d'élan créateur. Et c'est là qu'on va voir en fait qu'on a des idées qui émergent, qu'on a envie de créer, peut-être d'écrire, de lancer un nouveau projet, peut-être de se remettre sur quelque chose. Il ne faut pas négliger ça. Et c'est là qu'on voit aussi que parfois en fait, quand on fait l'amour finalement, ça clarifie tellement l'intérieur. Le corps là va s'ouvrir, l'intuition, elle va monter, la création, la fécondité là, elle va circuler d'une certaine manière. Je ne parle pas seulement de fécondité, je ne parle pas même de fécondité au sens maternel, au sens de porter la vie, mais je parle de fécondité invisible, de projet de fécondité, voilà, tous ces aspects-là. Je ne suis pas non plus en train de dire que plus vous faites l'amour, plus vous êtes intuitive, médium, créatrice, etc. Non. Ce que je dis, c'est qu'il y a ce pouvoir derrière ça. Et c'est encore une fois pour dire que l'acte en lui-même est très puissant. Mais ici, ça va être la qualité peut-être de la présence qui va jouer. L'état dans lequel en fait on se trouve, hein. La capacité à recevoir qui va là nous transformer. Et ça amène parfois à faire un profond travail sur soi. Parce qu'en fait, on a besoin de faire sauter certains plafonds de verre. On a parfois besoin de repousser certaines limites, certains murs qu'on s'était posés. Et ça passe pas forcément par aller faire du libertinage ou je ne sais pas quoi. En fait, on a beaucoup lié tous ces termes de liberté à certains extrêmes. Alors qu'en fait, dans la liberté, c'est déjà le fait d'être bien avec soi, de se sentir bien et d'oser se le dire. Et des fois, ça demande de repousser certains murs, certaines limites qu'on avait pu se poser, certaines limites qui nous étaient apposées par notre éducation, par aussi la manière de percevoir la vie selon les milieux dans lesquels on a grandi. Et ça amène à une totale revisite. Donc voilà, c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. On a évoqué pas mal de sujets, vous avez de quoi faire. N'hésitez pas, les coordonnées sont dans la description pour une question, pour un accompagnement, pour une séance, que ce soit en couple ou seul, ou même en famille également. Et en tout cas, en attendant notre prochain épisode, portez-vous bien et vivez votre vie. Osez la vivre sans regret, en étant vous, en étant vrai.